Eh bien, un grand merci de m'avoir convié à participer à cette journée d'études consacrée au droit, à l'État et à la Révolution, et à sa définition et à son expression. Alors, par-delà la complexité et la multiplicité des causes qui l'ont provoquée, la Révolution française, moment fondateur, a été essentiellement une révolution idéologique. C'est-à-dire un bouleversement politique qui a eu pour objectif, pour ambition, de mettre en œuvre une idéologie, de régénérer la France, de donner naissance à une France nouvelle, de régénérer l'homme lui-même par la mise en œuvre d'idées abstraites. L'ampleur de cette régénération a été décrite dès 1789 par deux constituants dont les noms aujourd'hui sont en grande partie oubliés et qui pourtant ont joué en leur temps un rôle important. Jacques-Guillaume Touré d'abord, qui était député du tiers-État de Pont-l'Évêque, un juriste, un avocat. Jacques Touré, plus personne ne se souvient de qui il était. Mais les départements, c'est lui. Les départements, c'est lui. La nouvelle organisation judiciaire, c'est lui. Voilà. Il a été, après avoir été député, membre du tribunal de cassation. Et puis, dans les heures dangereuses de 1794, alors qu'il siégeait au Palais de la Cité, il a été invité dans la chambre voisine, celle où siégeait le tribunal révolutionnaire, et du mauvais côté de la barre. Et ça s'est mal terminé pour lui, comme vous l'imaginez. Jacques Touré, établir la Constitution, c'est pour nous reconstruire et régénérer l'État. N'entreprenons pas de faire la Constitution si nous ne voulons pas régénérer à fond. Voilà. L'intérêt de cette citation, on voit bien le lien entre la Constitution et la régénération. On régénère par la Constitution, d'où son caractère extrêmement détaillé, et d'autre part, l'intention de régénérer à fond. Il faut tout changer. Voilà, tout changer. L'un de ses collègues de l'Assemblée constituante, Jean-Paul Rabot-Saint-Étienne, un pasteur nîmois, 3 novembre 89, il était question ce jour-là de la nouvelle division du royaume. La citation est encore plus saisissante. Chargé et eux, il s'agit de l'Assemblée, chargé de faire le bonheur d'un peuple dont tous les établissements consommaient le malheur. Il fallait. On dresse l'oreille. Le bon pasteur aurait-il une formule magique pour rendre le peuple heureux? Cela pourrait être intéressant. Il fallait renouveler ce peuple même, changer les hommes, changer les choses, changer les mots. Voilà. Pour que le peuple soit heureux, il faut changer le peuple. Voilà. Manipulation, transformation de toute la société, transformation des hommes, et ce point qui mériterait en soi une communication, la manipulation du vocabulaire, les mots piégés. Voilà. Alors, il s'agissait de faire table rase du passé, de la réalité institutionnelle, juridique et sociale, afin de construire une France nouvelle et de donner naissance à un homme nouveau, mettant en œuvre les idées, les conceptions de la modernité philosophique et les projets chimériques qui avaient fleuri sur ce terreau tout au long du XVIIIe siècle. Cette régénération fut nourrie par la philosophie nominaliste, par l'individualisme, le subjectivisme, le positivisme juridique et le contractualisme politique qui en découle. Cette régénération, elle est nourrie de l'inclination de la modernité à penser le monde sans la transcendance, en faisant abstraction du Christ. Elle fonda un monde nouveau sur le primat de la volonté.
ce primat de la volonté, l'affirmation de la volonté, elle n'est pas nouvelle en 1789. Elle imprégnait déjà depuis plusieurs siècles l'affirmation de la souveraineté étatique, plus particulièrement depuis le XVIe, mais déjà avant. Mais au XVIIe siècle, cette affirmation de la volonté s'est combinée aux ingrédients de la révolution anthropologique qui a éclaté alors, nourrie par Descartes, nourrie par Gassendi et quelques autres, par Galilée, par Bacon. Révolution anthropologique qui s'est répandue au sein des élites sociales au cours du règne de Louis XIV et au-delà tout au long du XVIIIe siècle, pour en décupler la force. Le primat de la volonté domina ainsi tout au long du XVIIIe siècle la prétention de l'homme à être le créateur de toutes choses. L'homme ne se considérant plus comme créature de Dieu, mais comme créateur du monde, créateur de toutes choses, de manière autonome, ayant l'ambition de réinventer toutes choses à partir d'idées abstraites, réputées scientifiquement infaillibles, tournant le dos au réel, niant l'existence d'un ordre naturel qui s'imposerait à la volonté humaine, convaincu avec une confiance en soi stupéfiante et moralement un degré d'orgueil et de vanité inouï, de détenir le remède infaillible à tous les maux que connaissait la société, d'où cette orgie de libelles, de mémoires, de publications qui se déversa dans les 20 années qui précédèrent la Révolution, tourbillon de chimères et d'utopies qui aboutit à la Révolution de 1789, comme l'a décrit récemment Xavier Martin dans Arrogance et Manie du changement. Alors, les principes de cette régénération révolutionnaire ont été décrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce texte emblématique rédigé par l'Assemblée nationale constituante au cours du mois d'août 1789 et que les constituants les plus investis dans sa rédaction considéraient comme le phare qui devait guider les législateurs ultérieurs. De cette déclaration, relevons quatre idées maîtresses. D'abord, la définition de la communauté politique comme une association, ce qui plaçait la déclaration dans le prolongement des théories du contrat social, mêlant d'ailleurs à l'époque l'influence de John Locke et celle de Jean-Jacques Rousseau. Deuxièmement, la définition de la souveraineté donnée à l'article 3, dont il est proclamé qu'elle réside essentiellement dans la nation. Voilà. Avec toute l'incertitude qui entoure le mot nation, qui mériterait d'être défini, ce mot nation qui est fréquemment utilisé au cours du XVIIIe siècle, chaque auteur le définit comme il l'entend. Voilà. Il est question de la nation déjà en 1717 dans l'édit qui a annulé l'édit de Marly, un édit qui a été inspiré par le duc de Saint-Simon quand dans cet édit l'on parle du droit de la nation de se choisir un nouveau roi si la dynastie régnante devait s'éteindre. Il est clair qu'il n'est pas question d'une élection du roi au suffrage universel direct avec débat d'entre-deux tours. Il est question du choix opéré par les pairs de France, c'est-à-dire par un collège restreint. Voilà. Quand le Parlement parle du droit de la nation de consentir la loi, notamment en 1760, la nation dont il est question fait référence à Boulainvilliers. C'est la nation franque, ce sont les nobles qui exercent leur liberté de délibération et de consentement. Et quand Sieyès parle de la nation, ben c'est encore autre chose, mais ce n'est pas pour autant le peuple. La nation en 89-90 est aussi éloignée du peuple que le chiffre 8 l'est du chiffre 1. Et donc il y a derrière ce mot toute une ambiguïté. La seule chose qui est claire, c'est que le pouvoir ne vient plus d'en haut, il vient d'en bas.
Voilà, ça c'est clair. En revanche, la définition du mot lui-même est assez ambiguë. Troisième idée importante, la Constitution est définie selon 2 critères empruntés à la philosophie libérale. Elle exige, pour exister, la séparation des pouvoirs et la garantie des droits. Là encore, il y a une volonté de rupture avec l'ancienne France. Et en même temps de justification de toutes les transformations juridiques opérées depuis le mois de juin, en suggérant que l'ancienne France n'avait pas de constitution et que par conséquent, ce qui permettait d'escamoter l'anticonstitutionnalité de tout ce qui avait été entrepris. Et puis quatrième idée, la loi est l'expression de la volonté générale, et c'est l'une des idées qui va nous retenir le plus longuement. La loi est l'expression de la volonté générale, loi définie comme expression d'une volonté. Ces définitions marquaient donc une rupture radicale avec la tradition philosophique, politique et juridique antérieure, tributaire de l'enseignement d'Aristote, de Cicéron et de saint Thomas. 2 traits nous intéressent ici plus particulièrement. D'abord, la nouvelle définition donnée de la loi et la nouvelle définition donnée de la société. D'abord, une nouvelle conception de la loi. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit la loi comme l'expression de la volonté générale. Et puis, la deuxième phrase précise que chaque citoyen peut personnellement ou par ses représentants contribuer à sa définition. Bien. La loi est définie comme l'expression de la volonté générale. C'est une formule empruntée aux théoriciens du contrat social et en particulier à Jean-Jacques Rousseau. Cette nouvelle définition de la loi marque une rupture décisive avec 2 millénaires de tradition juridique, une rupture que l'on mesure en comparant ces définitions à celles que donnait saint Thomas dans la Prima Seconde, la question 90, article 4, laquelle définit la loi comme une disposition de la raison prise en vue du bien commun par celui ou ceux qui ont la charge de la communauté. 3 éléments dans cette définition, mais aucun de ces éléments ne renvoie à l'idée de volonté. La volonté est absente, il n'est pas question de volonté. Il est question d'abord d'une disposition de la raison, c'est-à-dire une disposition conforme à la loi naturelle, le mot raison pouvant être notamment interprété comme une référence à la droite raison de Cicéron, qui est l'une des références de saint Thomas quand il aborde ces questions. La question de la droite raison ou de la loi naturelle est escamotée par les constitutions de 89 qui écartent, ce faisant, son autorité. Deuxième point, en vue du bien commun, la loi est définie par rapport à sa finalité et non par rapport à son origine, selon saint Thomas. Permettre aux membres de la cité de vivre bien, selon la définition rappelée par Aristote dans l'introduction, dans les premières lignes de la politique. Vivre bien, vivre conformément au bien. Voilà. Avec derrière le souci de la véritable paix, pour reprendre une expression de saint Augustin, la paix juste qui est la paix qui règne dans chaque cœur, qui permet la paix dans chaque famille, qui permet la paix dans chaque communauté d'habitants, laquelle permet la paix dans la cité tout entière. Voilà. Et cette véritable paix, elle permet la conservation de l'amitié politique. Voilà. Ce lien de bienveillance des membres de la cité les uns à l'égard des autres, guidés par la vertu. Les constituants donc ne définissent plus la loi en fonction de sa finalité, mais en fonction de son origine, la volonté générale. Alors tout cela engendre de nombreuses conséquences. D'abord, la relation entre la loi et la justice se trouve inversée. La loi était jusque-là l'un des instruments du règne de la justice, et parmi d'autres, au même titre que la coutume, que la doctrine, que la jurisprudence.
Et désormais, c'est la justice qui devient l'instrument du respect de la loi. De là, une première conséquence touchant aux sources du droit. La loi tend à occuper, la loi positive tend à occuper tout l'espace. Les autres sources tendent à être écartées, escamotées, même si elles ont assez rapidement ressurgi, parce qu'il était naturel qu'elles ressurgissent. Dès le début du XIXe siècle, la jurisprudence, lorsque le tribunal de cassation est devenu cour de cassation, a ressurgi. Et la coutume, de nouveau, a trouvé sa place, d'abord dans le droit commercial, et même aujourd'hui en droit constitutionnel, la coutume a sa place. Néanmoins, il y a tout de même un primat de principe accordé à la loi positive. Expression de la volonté générale, de la volonté exprimée par l'Assemblée délibérante. Deuxième conséquence, quant au rôle du juge. Le juge n'est plus appelé à rechercher la solution la plus équitable, à juger en équité, en mobilisant toutes les connaissances à sa disposition, dont fait partie la loi. Le juge est appelé à appliquer la loi au cas d'espèce, de manière mécanique, à être la bouche de la loi, pour reprendre l'expression utilisée par Cesare Beccaria dans le traité des délices et des peines, une trentaine d'années avant la Révolution. Être la bouche de la loi. Ce que les constituants ont confirmé et précisé un an plus tard dans la loi des 16-24 août 1790, lorsqu'ils ont interdit aux juges d'interpréter la loi, d'en vérifier, de juger en équité, de vérifier même la conformité de la loi à la Constitution. Si la loi est obscure, si elle doit être interprétée, il revenait, selon ce décret des 16-24 août 1790, aux juges de suspendre sa décision et d'en référer au législateur. Voilà. Procédure qui, dans les faits, n'a pas convenablement fonctionné, parce que les législateurs avaient bien autre chose à faire que de répondre aux sollicitations des juges. Ils avaient tout un pays à transformer. Voilà. Et malgré tout, ils ont beau être des régénérateurs, ils n'avaient pas le pouvoir de porter les semaines de 7 jours à 8 ou 9, même s'ils ont essayé de la porter à 10, ça ne leur donnait pas plus de temps. Et donc, une fois passées les heures dangereuses de la terreur, où certaines mésaventures sont arrivées à des membres du tribunal de cassation, eh bien, ce tribunal s'est réapproprié le droit, dans les faits, d'interpréter la loi, ce qui lui a été reconnu lorsque le tribunal de cassation est devenu cour de cassation en 1799. Voilà. Et puis, enfin, conséquence quant à l'office du législateur. Voilà. Le législateur n'a plus pour fonction de discerner ce qui est conforme à la raison et ce qui tend au bien commun. Il doit exprimer la volonté générale, exprimer une volonté dont Sieyès, dans son discours du 7 septembre 1789, explique qu'elle se définit par la délibération au sein de l'Assemblée. Voilà, au sein de l'Assemblée. Exprimer une volonté générale, avec l'ambiguïté qui entoure cette notion de volonté générale, qui, selon Jean-Jacques Rousseau, n'est pas là pour permettre à chacun d'exprimer son avis sur une question, mais est un moyen pour assurer l'unité d'une association politique constituée d'hommes qui sont des tout parfaits et solitaires, et qui par conséquent est une association politique friable, dont il faut constamment resserrer les liens pour empêcher ces tout parfaits et solitaires de vouloir reprendre la vie indépendante qui était la leur à l'état de nature. Voilà. Donc créer l'unité par un mécanisme unanimitaire. Voilà. Et par conséquent contraignant. Alors, lié à cette affirmation de la volonté,
de manière plus subtile la définition la théorie du système représentatif que Sieyès laisse en suspens, que les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen laissent en suspens dans la deuxième phrase de cet article 6, personnellement ou par leurs représentants. C'est pourtant pas la même chose. On sent bien que la question n'est pas encore tout à fait tranchée, ou en tout cas on reporte ce débat épineux à plus tard. En revanche, le 7 septembre 89, la question est tranchée sur proposition de la BCS qui formule cette théorie de la représentation, du régime représentatif, qui l'oppose à la démocratie. Nous avons le choix entre deux formules, dit-il, la démocratie, le régime représentatif. Nous avons le choix, mais en fait le choix est fait. Il va sans dire que personne ici ne songe à mettre en place une démocratie. Nous allons donc mettre en place un régime représentatif, c'est-à-dire un régime dans lequel les citoyens, trop peu éclairés, n'ayant pas suffisamment de loisirs, qui ne sont que des bêtes de travail, des machines de travail, dit-il avec beaucoup de mépris, abandonnent à des représentants le soin de légiférer à leur place, donc d'exprimer la volonté générale sans être tenu par quelque mandat, par quelque engagement que ce soit. Le calcul politique sous-jacent était de libérer définitivement les députés du contenu des cahiers de doléances qui constituaient leur mandat impératif et auxquels ils avaient été gravement infidèles depuis juin-juillet 1789. Mais derrière cette théorie du régime représentatif, il y a là encore cette affirmation du primat de la volonté. Il s'agit bien de libérer les députés d'engagements qui les obligeaient et qui étaient contenus dans les cahiers qui leur avaient été remis. Alors, cette affirmation du primat de la volonté, par cette définition de la loi, elle permettait la réalisation du projet de régénération politique et juridique poursuivi par les révolutionnaires de 89. Définir la loi comme l'expression de la volonté générale permettait de doter l'Assemblée représentant la nation, c'est-à-dire l'élite éclairée des citoyens actifs, des citoyens qu'on allait bientôt qualifier d'actifs, c'est-à-dire un homme sur 4, un adulte sur 8, concrètement, d'où l'équation auquel je me suis livré tout à l'heure, les doter d'un mandat illimité pour opérer au moyen de la loi la transformation sociale que les régénérateurs appelaient de leur vœu, une transformation radicale dont ils pensaient qu'elle apporterait infailliblement, scientifiquement, mathématiquement le bonheur à tous. De là, un absolutisme législatif, un véritable absolutisme législatif qui dotait l'Assemblée d'un pouvoir bien plus grand que celui détenu par le roi, tout monarque absolu qu'il était. De là aussi, et c'est un aspect qui rejoint certains développements entendus tout à l'heure, l'instrumentalisation de tous les principes proclamés qui doivent eux-mêmes servir la politique de régénération, et notamment ces principes de liberté et de propriété dont on sait l'usage qui a été fait par les révolutionnaires. Burke a écrit là-dessus, à propos de la propriété, quelques pages très éloquentes. Cette affirmation du primat de la volonté résultait d'une autre rupture fondamentale touchant à la définition de l'État regardé comme le fruit d'un contrat entre les individus, et ce sera le deuxième volet de mon propos, une nouvelle conception de l'État. Les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptant les théories du contrat social, ont défini la société et l'État comme une association, comme une construction artificielle,
résultant d'un acte de la volonté et non plus comme un fait de nature. Rupture fondamentale avec toute la tradition classique illustrée par Aristote et saint Thomas, une tradition qui était alors oubliée depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle, saint Thomas avait disparu de l'horizon, comme l'a montré Jean de Vigry dans ses études consacrées à l'éducation. Même dans les séminaires, saint Thomas était oublié au XVIIIe siècle. Il y a quelques anecdotes assez intéressantes à cet égard. C'est par intérêt, pour que demain soit meilleur qu'hier, et on a là la tournure d'esprit progressiste, pour que demain soit meilleur qu'hier, que les individus se seraient associés par contrat, donnant naissance à l'état de société, à la communauté politique, et à ses institutions et aux droits. Ce changement de paradigme engendrait de multiples conséquences dont les effets les plus radicaux ne se sont manifestés qu'à une époque récente. D'abord, premier point, le nouvel ordre politique est fondé sur une fiction. C'est un point sur lequel on passe trop rapidement, mais dans le bouleversement intellectuel qui marque le XVIIe siècle, il y a un changement de méthode. On fonde le raisonnement non plus sur l'observation du réel, mais sur les fictions, sur des idées, sur des abstractions qui n'ont aucune racine historique, comme devait le rappeler Joseph de Maistre à propos du contrat social. Délibérément, les constituants ont choisi de suivre le conseil de Jean-Jacques Rousseau. Commençons par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Voilà. Locke traite cette question avec un peu de gêne, et il s'en sort par un sophisme. Rousseau lui assume clairement. Et il y a en partie la cause de la radicalité de la formule du contrat social donnée par Rousseau. L'homme de la Déclaration des droits est lui-même un homme abstrait. C'est un homme abstrait dont on proclame les droits, un homme abstrait qui a des droits, qui le sait, mais qui ne sait pas ce qu'il est. Et qui ne sait pas qui a l'honneur de faire partie de cette catégorie humaine. La question n'est pas oiseuse. En 1793 en Vendée, la question de savoir qui est un homme est une question qui sera centrale. Pour les régénérateurs, le Vendéen, clairement, n'est pas un homme. Xavier Martin, sur les droits de l'homme et la Vendée, l'a bien montré. Deuxième rupture quant à la finalité de cette communauté politique. La finalité n'est plus de permettre aux membres de la cité de vivre bien, n'est plus le bien commun. La finalité est, pour les uns, la sécurité, Hobbes, pour les autres, la conciliation des intérêts en présence, Locke. Pour Rousseau, il semblerait que la finalité soit l'établissement de l'égalité. Voilà. Troisièmement, quand cette communauté politique est une construction artificielle et il n'existe dans le cadre mental du contrat social aucune réalité naturelle en dehors de l'individu. Il n'existe aucun corps social naturel, ni la famille, ni la communauté d'habitants, ni la communauté professionnelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'ont de réalité naturelle. Au contraire, toutes ces entités tiennent leur existence et leur définition de la volonté générale, qui par conséquent peut les défaire, les redéfinir, les reconstruire à sa guise, au gré des fluctuations de cette volonté générale, tributaire de rapports de force
financier et idéologique. La Constituante, en 89, nous montre l'exemple de cette déconstruction, avec, dans le domaine professionnel, la suppression des corporations et jurandes en 1791, avec également, dans un autre domaine, la suppression des vœux de religion, des communautés, qui condamnaient les communautés religieuses, avec également la nouvelle définition de la famille. Le mariage est un contrat, nous dit la Constitution de 1791. Le mariage défini comme contrat que l'on peut dénoncer au moyen du divorce. Cette définition du mariage comme contrat, comme entité artificielle, soumise à la volonté du législateur, est restée comme une bombe à retardement dans le dispositif législatif, dont le caractère était rappelé de loin en loin. Songez à Napoléon Bonaparte au Conseil d'État, formulant cette idée redoutable: c'est la loi qui fait les pairs. C'est la loi qui fait les pairs. Ça va loin. Ça va loin. À l'époque, personne ne s'est rendu compte, et Napoléon lui-même ne s'est pas rendu compte de là où ça pouvait nous conduire, mais nous y sommes. C'est la loi qui fait les pairs, ou qui fait le parent 1 et le parent 2. Et notre époque montre que le législateur, dans la continuité de cette définition artificielle de la famille, estime pouvoir redéfinir la famille, redéfinir le mariage à sa guise, comme il l'a fait il y a quelques années, en changeant la définition du mariage pour qualifier mariage l'union conclue par des personnes de même sexe. Et puis, cette transformation, elle touche, et elle a touché d'abord à l'époque les communautés territoriales. Les communautés territoriales auxquelles l'Assemblée constituante s'est attaquée directement, brutalement, afin de mettre en œuvre le principe de la souveraineté nationale. Les provinces et les pays, réalités historiques, enracinées solidement, se sont vus substituer brutalement les départements, entités artificielles dont l'objet principal était de faire disparaître l'esprit des anciennes provinces. Je cite ici Mirabeau au cours des débats. Le principal objet de la nouvelle division du royaume est de détruire l'esprit des provinces comme on a cherché à détruire l'esprit de tous les corps. Cette nouvelle division du royaume doit surtout, nous dit de son côté Adrien Duquesnoy, député de Lorraine, doit surtout produire cet inappréciable avantage de fondre l'esprit local et particulier dans un esprit national et public. Elle doit faire de tous les habitants de cet empire des Français, eux qui jusqu'aujourd'hui n'ont été que des Provençaux, des Normands, des Parisiens, des Lorrains. Voilà. Et nous mesurons là toute la différence entre les libertés locales qui sont le témoignage de la vitalité d'entités territoriales enracinées dans l'histoire dont on reconnaît la réalité naturelle et qui délibèrent et administrent selon des règles qui leur sont propres, et cette décentralisation qui est un cadre contrôlé par l'État, positiviste et uniforme, dans lequel les mêmes règles sont imposées à chaque entité, parce que chaque entité est une entité artificielle, et les regroupements récents de communes en sont une nouvelle expression. Alors, ces incursions du législateur au détriment des corps naturels
atteste que cette nouvelle définition de la communauté politique permettait de doter ce législateur d'un champ d'intervention potentiellement illimité. L'État se voyait reconnaître sur chaque individu une emprise totale, théorisée et annoncée par Hobbes et surtout par Jean-Jacques Rousseau au livre 2, chapitre 7, « Celui qui ose entreprendre », formule curieuse déjà, « celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être. » L'individu reçoit sa vie et son être de l'État, et le législateur actuel ne l'a pas oublié, puisqu'il se propose de pouvoir lui ôter cette vie pour pouvoir permettre à la sécurité sociale de faire quelques substantielles économies. Ces quelques mots soulignent la radicalité totalitaire du projet, une radicalité qui fait écho à l'abbé de Saint-Pierre quelques décennies plus tôt, lequel affirmait que lorsque le pouvoir est éclairé par la raison, il ne saurait être trop grand et trop despotique pour l'utilité de la société. Une formule qui, à court terme, annonçait le despotisme éclairé, à plus long terme, les totalitarismes qui se sont déployés au cours du XXe siècle, mais aussi ce despotisme doux, ce pouvoir immense et tutélaire qui se niche sous les apparences de la démocratie que Tocqueville avait prophétisé dans la conclusion de la démocratie en Amérique, ce pouvoir immense et tutélaire qui nous touche directement aujourd'hui. Je vous remercie. Oui. N'échappez pas aux questions. Moi j'en aurais une. Concernant la dernière citation que vous avez faite, qui est un texte qui est absolument extraordinaire, donc, de Rousseau, quand il dit donc il y aurait donc l'individu, la vie et l'être de l'État. J'ai toujours vu dans cette phrase une parodie, volontaire ou involontaire, je n'en sais pas, mais du discours de Saint Paul en Aréopage, quand il dit qu'en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc il manque chez Rousseau le mouvement, mais on a la vie et l'être. Je n'ai jamais trouvé d'édition qui mettait une note concernant ce passage, mais ça m'a toujours frappé. La formule est, voilà, elle est binaire chez Rousseau, elle est ternaire chez Saint Paul. Bien sûr, en concerne Dieu chez Saint Paul et l'État chez Rousseau, ça change un petit peu les choses, mais la déification de l'État... Et donc il y aurait dans ce passage, par conséquent, je sais pas. Un clin d'œil à la définition de la religion du citoyen qui est faite par ailleurs dans la même œuvre. Oui, peut-être. Je sais pas. Après, est-ce que c'est volontaire? Parce que Rousseau, de culture donc calviniste, oui. Forcément il connaît bien la Bible, donc peut-être que c'est revenu sans qu'il y ait d'intention particulière. Je sais pas. Après, la formule est quand même... Ça s'accorde bien avec la définition de la religion du citoyen. Oui. Et au cœur de la Révolution, la prétention de la Révolution d'être une nouvelle religion, oui. Et l'application d'un vocabulaire religieux, oui. À des réalités politiques, notamment dans le monde jacobin. Oui. Dans les années 92, 93, 94, les occurrences sont devenues très fréquentes. Les jacobins qui se veulent le sanctuaire du patriotisme, les hôtels de la liberté, de l'égalité, de la patrie, oui, pour lesquels on organise des festivités. Robespierre qui qualifie les propos contre-révolutionnaires de blasphème, oui. Dans son discours du 8 mai 1993. C'est très, tout cela est tout de même très très fréquent. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, parce que moi je pensais à un texte c'est un contexte très différent, mais de Durkheim, c'est dans le moment de l'affaire Dreyfus, où il y a un texte sur un article sur la religion de l'individu. Il en fait vraiment une dimension religieuse, et ça reprend tout à fait les propos de Rousseau aussi à la fin.
Et tout à fait. ce qui pourrait renforcer ce point, c'est la présence dans le personnel révolutionnaire d'un nombre important de prêtres apostats qui ont cette culture et qui s'avèrent être très souvent les militants les plus radicaux. Oui. Je vais penser également à l'épisode que vous avez très bien relaté dans le livre La Révolution française, où le 14 juillet 1789, il est à la messe au Champ de Mars, si je ne me trompe pas. Il y a, oui, exactement, et il y a en fait la prestation de serment au moment de la consécration. Oui. C'est un détail qui est rapporté par la marquise de Tourzel. Oui. C'est au moment de l'élévation que Lafayette, major général de la Fédération, a donné le signal du serment. Ah oui. Voilà. Et comme ça la heurte beaucoup, elle s'étend assez longuement. Il y a tout un commentaire dans lequel elle s'étend sur la portée du geste et sur le détournement de sacralité qui l'accompagne. Ouais. Et on est en 90, on n'est pas en 94. 90, oui. Oui. Il y a une sorte de parodie constante de la religion catholique qu'on retrouve dans la religion de l'être suprême. Ouais. La volonté de singer l'Église est manifeste. Oui, tout à fait. Pour faire de l'État un Moloch, une divinité, un anti-dieu. Oui, sans doute aussi pour remplacer. La patrie est une divinité, la République est une divinité. Ceux qui ont été les plus explicites à cet égard sont les prêtres qui ont abjuré la prêtrise en 93, en novembre-décembre 93. Alors, surtout les tout premiers, beaucoup l'ont fait parce qu'ils avaient peur, mais les tout premiers étaient des militants. Et ils ont fait des déclarations qui sont précieuses, dont cette déclaration, j'avais noté chez un prêtre du Vexin, il y a longtemps que je crois qu'il n'y a d'autre évangile que la Constitution des droits de l'homme, d'autre divinité que la République. On ne peut pas exprimer de manière plus claire et de manière plus ramassée cette nouvelle religion de la République. Ouais. Oui, c'est consonant avec les chapitres de Rousseau. C'est intéressant qu'on comprenne la portée d'une phrase qui était récemment dite qu'effectivement, il n'y a rien de supérieur à la loi de la République. Oui. Oui, bien sûr. Ce qui avait été rappelé par Jacques Chirac pendant sa campagne présidentielle au début du mois d'avril 1995. Oui, pas Darmanin il y a quelques années sur la question des... Et ça revient régulièrement. Oui. Régulièrement, dès qu'on s'apprête à commettre une énormité, on nous rappelle qu'il n'y a rien de supérieur à la loi de la République. Oui, il faut préciser même quand elle est adoptée par le 49.3 et sans que le Sénat soit appelé à s'exprimer. Oui, on sait pas tout dire. Vous savez, quand on voit les gravures de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on voit très bien l'état de l'homme. Oui, on voit très bien l'état de la loi. Cet effet substitutif qui paraît clair. Hein. Mais dans le procès-verbal qui décrit la cérémonie de proclamation de la Constitution de 93, il est question de placer, enfin, on nous dit que la Constitution a été placée dans l'Arche Sainte. Dans l'Arche la Sainte. sainteté de la Constitution. Voilà. Ce qui fait écho aussi à la montagne, qui est une référence religieuse. Oui, voilà. C'est le Sinaï de la Révolution. Oui, complètement. Oui, il y a tout sur la montagne, c'est clair. Oui, et donc c'est la montagne qui révèle... On comprend que la Gironde, ça fait ça. Parce qu'en comparaison, c'est Saint-Pauli, c'est les moyens. C'était le Veau d'Or. Oui, c'est ça, c'est le Veau d'Or. Puis il y en a qui a fini un département, donc je dirais. Voilà, c'est vrai. Une question, oui. Dans la Déclaration des droits de l'homme, donc on a bien vu que on ne sait pas très bien ce qu'est l'homme, pas plus qu'on ne sait très bien ce qu'est la nation. Ce sont un peu des catégories attrape-tout qui permettent de faire passer un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même dans la Déclaration deux références, je crois, au droit naturel et imprescriptible de l'homme. Alors, je sais bien que cette déclaration n'a pas une cohérence parfaite
Oui. C'est un peu Oui. un texte composite de plusieurs influences. Il y a du Locke, il y a du Rousseau. À quoi est-ce qu'on raccrocherait justement cette référence au droit naturel et imprescriptible? Alors effectivement, c'est le point un petit peu délicat. On utilise cette expression, les commentateurs habituels rattachent là à l'influence de John Locke. Et la liste qui est donnée, effectivement, est puisée chez John Locke. Je confronterai cette liste à un autre texte qui avait été rédigé par le futur Louis XVI, 20 ans plus tôt, en 1768, et qui parlait des droits naturels de l'homme, que l'homme tient de Dieu. Et il disait la vie, l'honneur, la liberté et la propriété des biens que chaque individu possède. Donc la propriété définie d'une manière très précise, très très concrète. Nous avons donc deux listes de 4 droits, et ce ne sont pas les mêmes. Bien. La question n'est pas de savoir qui a raison dans cette affaire. On peut simplement relever que la source d'inspiration n'est pas la même. Le futur Louis XVI se place dans une école qui part de la scolastique espagnole du XVIe, qui englobe D'Aguesseau, qui est un auteur qui, par Jacob-Nicolas Moreau, a exercé une grande influence sur lui, et qui annonce au XXe siècle la philosophie personnaliste. Alors que les constituants sont dans une perspective qui est celle du contrat social, et là, en l'espèce, dans la version donnée par John Locke. Ce n'est pas la même source d'inspiration. Mais cela m'amène à penser que ces droits naturels et imprescriptibles ne relèvent pas du droit naturel ou de la loi naturelle, contrairement à l'apparence des termes utilisés. Ce sont des droits qu'une assemblée délibérative a décidé de déclarer naturels et imprescriptibles. Et donc on est bien dans du droit positif. Ça fait partie des mots pièges dont vous parliez. Voilà. Ça, je pense qu'on est vraiment dans l'illustration parfaite de ces mots piégés qui viennent. Et donc par conséquent, la contradiction entre l'article 2 et l'article 6 est une contradiction apparente. Mais profondément, le texte est positiviste. Et les auspices de l'être suprême. Là encore, les auspices, c'est-à-dire que une sorte, comment dirais-je, l'être suprême. Alors d'abord, la notion d'être suprême, ce n'est pas le Dieu trinitaire de l'Église catholique, premier point, alors même que ce Dieu trinitaire de l'Église catholique et ce Dieu trinitaire du christianisme était celui auquel adhéraient et de manière fervente les 19-20e de la population. Voilà. On n'est pas dans la société émiettée que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a véritablement un choix. Voilà, la référence, elle est à chercher du côté de la philosophie du XVIIIe, à chercher du côté des loges maçonniques, voilà. Bon. Et les hospices, me semble-t-il, ne font pas référence à... on ne demande pas à l'être suprême d'inspirer la déclaration, on le prend à témoin de ce que l'on fait. Voilà. Ce qui rejoint le grand architecte qui, il y a très longtemps, aurait mis en place tout un dispositif et puis qui, depuis, s'en laverait les mains. Voilà. Et s'en désintéresserait. Voilà. Là, on le prie de venir assister à la séance. On lui a réservé une place dans la tribune avec un fauteuil confortable. Voilà. En fait, l'être suprême, qui est fondamentalement donné ses auspices, il n'aspire pas celle qui est une délibération de l'Assemblée nationale, simplement parce que, de pair avec l'architecte de l'univers, l'être suprême se désintéresse de l'être humain. Et ça légitime également
la naissance de l'État moderne, c'est un perfectionnement positiviste, puisque effectivement, si Dieu, l'être suprême, c'est des intérêts des hommes, nous pouvons nous désintéresser de lui. Et donc faire des lois qui sont contre sa loi, s'il existe une loi de l'être suprême. Et le mot biométrico dont on parlait tout à l'heure vient aussi de là. Hein. Dès que je crée un mécanisme initial, après je laisse faire. Exactement. La numérisation, à mon avis, Oui. répond aussi à cette Bien sûr, oui. Et il y a une continuité, je pense, qui... Bon, elle fait mal à notre colloque, mais... Il fallait régénérer, redonner peut-être une nouvelle anthropologie pour la Révolution. Redonner naissance. Oui. Voilà. Et je pense que l'idée de forger un homme nouveau passe forcément par le fait de reforger la divinité. Oui. Parce que si l'anthropologie avant dépendait d'un Dieu créateur, etc., chrétien, forcément il fallait arracher, il fallait arrêter de croire en ce Dieu, parce qu'il fallait forcément créer un nouveau. Je voulais juste m'appuyer sur autre chose, je crois que vous parlez aussi de la déesse raison. Vous avez parlé tout à l'heure d'une citation d'un prêtre qui parlait de la divine patrie, de la divinité de la patrie. J'ai l'impression qu'en fait il y a une confusion à l'époque, parce qu'il y a cet être suprême, il y a la divinité de la patrie, il y a la déesse raison. Alors la déesse raison. Comment il se situe, parce qu'on est presque dans un polythéisme où chacun croit à une divinité, c'est ça que je voudrais poser comme question, ou est-ce qu'il y a un monothéisme? Alors la déesse raison et l'être suprême sont deux choses différentes. Oui, c'est pas la même chose, mais pour ça que je dis, on est dans une forme de division même de croyance, tout le monde ne sait plus trop à quel sein ou entre divinité Alors en fait, se vouer. Et donc je me demandais l'être suprême, est-ce que c'était une tentative de monothéisme recréé? Est-ce que certains du coup n'y croyaient pas et allaient plutôt croire à la rationalité finalement? Alors de fait c'est un sujet un peu complexe. La déesse raison est une fausse déesse, c'est une fausse divinité, même de leur point de vue, en ce que la déesse raison elle a été promue à l'automne 93, octobre-novembre 93, par les milieux sans culottes qui étaient des promoteurs de l'athéisme. Voilà. Il est question d'ailleurs, et l'inscription figure encore au dos sur le mur de certaines églises. Je pense à celle d'Ivry-la-Bataille en Vallée de l'Eure. Temple de la philosophie dédié à la déesse raison. Voilà. Donc on est bien dans une perspective de philosophie athée. Seulement, cette perspective cultivée par les ultra-révolutionnaires était combattue par Robespierre, dont le but est de constituer une société, de fonder la République, de constituer une société de citoyens vertueux, dévoués à la République jusqu'au sacrifice de leur vie, de leurs biens et de leurs affections. Et pour que ce sacrifice soit acceptable, il faut que les citoyens qui se sacrifieraient aient la perspective d'une rétribution dans l'au-delà. Ça ne peut pas fonctionner si on leur explique qu'après la mort, il n'y a rien. Et par conséquent, le déisme, pour Robespierre, fait partie de l'entreprise de régénération. On en a besoin. On n'arrivera pas à fonder la République avec l'athéisme. D'où la religion de l'être suprême qu'il propose, après avoir coupé le cou aux chefs ultra-révolutionnaires. Il s'est débarrassé d'eux et 6 semaines plus tard, il propose l'adoption de la reconnaissance du culte de l'être suprême dans un discours fleuve, un des plus importants de sa carrière, un discours qui a probablement duré toute l'après-midi, tant il est long, mais il a aussi besoin de se justifier face à une assemblée devant laquelle la partie n'est pas gagnée. Et il est probable que dans cette affaire, il ait dû s'appuyer sur les plus modérés contre les plus radicaux. Voilà. Il est possible qu'il y ait eu, d'ailleurs, dans cette fête de l'être suprême un mois après, une sorte d'ambiguïté redoutable. La population ayant compris la reconnaissance de l'être suprême comme la fin de la terreur. Et puis pas du tout. Il est probable que dans l'opinion, c'est créé une incompréhension. Voilà. Alors, je suis navré.